Un pas, deux pas, trois pas, boum. C'est ce que l'Ukraine a prévu pour la Russie en 2026, puisqu'elle vient de dévoiler une approche géniale en 3 volets, conçue pour mettre fin instantanément à la guerre de la Russie. C'est brillant. Élaboré par les stratèges innovants de l'Ukraine, ce plan a été conçu pour frapper la Russie là où ça fait mal, en Ukraine, et à l'intérieur même de la Russie. Cela retire aussi certains avantages clés que la Russie détient depuis le début de la guerre. Restez jusqu'à la fin de la vidéo où nous dévoilerons comment l'Ukraine va concrétiser son plan pour paralyser la Russie. D'abord, voyons la première des 3 étapes. Fermer le ciel de l'Ukraine à la Russie pour toujours. Le ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, annonce qu'il s'agit de la première étape d'un plan en 3 phases pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Dans un message sur Telegram, Fedorov a expliqué que protéger les civils et les infrastructures est la priorité absolue. Notre objectif est d'identifier 100% des menaces aériennes en temps réel et d'intercepter au moins 95% des missiles et des drones. Il est assez clair pourquoi l'Ukraine commence son plan visant à paralyser la Russie par un renforcement de ses défenses aériennes. Les drones, missiles et bombes guidées russes sont sans doute les armes principales de Poutine, servant à affaiblir l'armée ukrainienne et à terroriser la population. Rien qu'en janvier, la Russie a lancé 91 missiles balistiques sur l'Ukraine, ce qui représente le total mensuel le plus élevé depuis l'invasion de Poutine. Ces 91 missiles balistiques faisaient partie de frappes aériennes, au cours desquelles la Russie a tiré au total 158 missiles, environ 5500 bombes aériennes guidées, et plus de 6000 drones d'attaque sur l'Ukraine. Le plan de Poutine est clairement de submerger les défenses aériennes ukrainiennes, et la Russie y réussit bien mieux que ce que souhaite l'Ukraine. Tout au long de l'hiver, la Russie a mené une campagne intense contre le réseau énergétique de l'Ukraine, qui, à un moment donné, vers la fin janvier, avait laissé plus de 1,2 million d'Ukrainiens sans électricité. Les frappes aériennes de la Russie visent davantage les civils que l'armée, et cela se reflète également dans le nombre impressionnant de victimes civiles que l'Ukraine a subies. Selon les données recueillies par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la Russie a infligé 56 550 victimes civiles à l'Ukraine jusqu'au 30, et 1 janvier 2020. Cela se décompose en 15 172 civils tués, et 40 et 1 378 blessés, et ce ne sont que les victimes que l'ONU a pu confirmer. Dire que les frappes aériennes sont la seule cause de ces victimes est inexact, mais elles pourraient en être la principale, car missiles, drones et bombes russes frappent les villes ukrainiennes presque chaque semaine. Fedorov précise que l'Ukraine a déjà un plan pour limiter l'impact des attaques aériennes russes, dont l'achèvement marquera la fin de la première phase de la stratégie ukrainienne en 3 étapes. La mise en place d'une défense aérienne multiniveau compacte et la montée en puissance des intercepteurs ont déjà commencé. D'importants changements organisationnels ont commencé, déclare Fedorov, ajoutant que, lorsque le ciel est fermé, le pays fonctionne. La mention des intercepteurs est importante. Les drones d'attaque russes servent aussi à épuiser les ressources de la défense aérienne ukrainienne, en plus des dégâts causés s'ils atteignent leur cible. Un drone de type Shahid coûte environ 35 000 $ à la Russie, bien moins qu'un missile de défense aérienne ukrainien, qui est 5 à 10 fois plus cher. L'Ukraine ne souhaite donc pas les gaspiller contre ces drones. L'Ukraine devrait développer une défense aérienne capable d'abattre les drones de type Shahid, avec des armes moins coûteuses, afin que la Russie dépense plus d'argent qu'elle n'en fait perdre à l'Ukraine avec chacun de ses essaims de drones. Voici le drone intercepteur. Le média United 24 a rapporté le 24 février que l'Ukraine a considérablement augmenté l'efficacité de ses drones intercepteurs, qui sont désormais responsables de la destruction de 30% des projectiles que la Russie lance contre l'Ukraine. Chaque drone est peu coûteux, produit en masse, et coûte à l'Ukraine seulement 3 000 à 5 000 $ l'unité. En d'autres termes, un intercepteur qui détruit un drone de type Shahid permet non seulement de potentiellement sauver une cible à l'intérieur de l'Ukraine, mais fait également perdre 35 000 $ à la Russie. Multipliez cela par des milliers et des milliers de Shahid détruits, et l'Ukraine dépense peu pour creuser un grand trou dans le trésor de guerre russe. Ceci pourrait être un indice pour la 3e étape de la nouvelle stratégie ukrainienne, mais il faut d'abord traiter la 2e étape. Avec le ciel protégé, idéalement au point où l'Ukraine atteint un taux d'interception de 95% pour les projectiles russes, les civils et les soldats ukrainiens au sol peuvent travailler avec un peu moins de peur. Ils peuvent aussi se concentrer sur l'objectif, faire payer à la Russie, en soldats et matériel, chaque territoire conquis en Ukraine. L'idée ici
et qu'une défense meurtrière vaut une attaque puissante, car elle place la Russie dans une position où elle doit dépenser bien plus de ressources qu'elle n'en possède. Et c'est la deuxième étape, saigner la Russie à blanc, sur le terrain, en mer et dans le cyberespace. La priorité principale de Fiodorov semble être le premier de ces domaines, d'après son message sur Telegram. La ligne de front tient grâce à l'héroïsme inébranlable des soldats ukrainiens. L'ennemi paie chaque kilomètre de terre ukrainienne. Dans la région de Donetsk, il y a 156 soldats par kilomètre carré. Notre référence est de plus de 200 occupants tués par kilomètre carré, déclare Fiodorov. La logique ici est assez simple. La Russie dispose de X soldats. Si l'Ukraine peut en détruire Y, ce qui est plus que X par kilomètre carré, alors elle anéantit complètement l'armée russe. L'Ukraine doit encore progresser pour atteindre cet objectif. En 2025, la Russie a réussi à capturer 4831 km² en Ukraine, selon l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISDO. Ce chiffre peut être sujet à débat, car la Russie a pris l'habitude de revendiquer faussement la capture de territoires qu'elle n'avait pas réellement conquis vers la fin de 2025, alors que Poutine s'efforçait d'obtenir un certain levier à utiliser lors des négociations de paix. Si nous considérons ce chiffre acquis, nous pouvons calculer le taux de perte russe par kilomètre carré en 2025. Selon le Centre d'études stratégiques et internationales, la Russie a subi environ 415 000 pertes l'année dernière. Si nous divisons ce chiffre par 4831, nous obtenons un taux de perte de près de 86 soldats russes pour chaque kilomètre carré. Fedorov veut plus que doubler ce taux. Est-ce même possible? Si l'on en croit les premiers mois de 2026, l'Ukraine est peut-être déjà sur la bonne voie. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies, cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non? Nous aimerions remercier notre sponsor, Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégé contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/spectacle et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque, ou utilisez le code SPECTACLE lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre publié le 20 février, la Russie a saisi 572 km² de l'Ukraine entre le 1er janvier et ce que nous supposons être le 19 février, car l'ISW aurait eu besoin de temps pour compiler son rapport avant la publication du 20 février. Cela représente 50 jours de combat, durant lesquels la Russie a réussi à occuper 11,44 km² de l'Ukraine par jour. Multipliez ce chiffre par les 31 jours de janvier et vous obtenez 354,64 km. Selon Al Jazeera, l'Ukraine estime que la Russie a subi 30 et 1680 pertes en janvier. Un calcul rapide montre que le taux de perte russe par kilomètre carré gagné atteint maintenant 89,3, soit une hausse modérée par rapport à 2025, mais une hausse tout de même. C'est la première étape vers l'objectif ukrainien de 200 pertes par kilomètre carré souhaité par Fedorov. Il y a aussi un petit rebondissement dans cette histoire que nous allons révéler dans un instant. Le ministre de la Défense ukrainien qualifie le chiffre magique de 200 comme le taux d'attrition nécessaire pour empêcher toute avancée russe en Ukraine. Jusqu'à 200, chaque augmentation du nombre de pertes par kilomètre carré obligera au moins la Russie à ralentir. Il est non normal d'avoir des objectifs ambitieux, et l'Ukraine sait ce qu'elle doit faire pour rendre l'invasion de Poutine trop coûteuse pour la Russie en termes d'effectifs. Il y a également des signes que l'Ukraine est bien partie pour obliger la Russie à prendre des décisions difficiles concernant ses effectifs. Pour commencer, le recrutement russe semble s'effondrer. Selon le Télégraphe, des analystes occidentaux estiment que la Russie recrute moins de soldats qu'elle n'en perd depuis les 3 derniers mois de la guerre, jusqu'en février. D'après le média, la Russie recrute environ 35 000 soldats par mois.
Mais attendez une seconde. Nous venons de vous dire que l'Ukraine elle-même a estimé que la Russie avait perdu 30 et 1680 hommes. Si c'est le cas, alors 35 000 recrues par mois signifie que le recrutement russe dépasse ses pertes. C'est ici que le rebondissement évoqué intervient. Mais avant de poursuivre, vous regardez The Military Show, où nous offrons une vue d'ensemble, pas seulement les gros titres. Assurez-vous d'être abonné à la chaîne, pour toujours garder une longueur d'avance. Il y a donc quelque chose d'étrange avec les chiffres que nous venons de partager. Et ce quelque chose, c'est que 30 et 1680 n'est en réalité pas le nombre de pertes de la Russie pour janvier 2020. C'est le nombre de morts de la Russie. En d'autres termes, ce sont tous des soldats qui ont été complètement éliminés du champ de bataille. C'est terminé pour eux. Ils ne reviendront jamais. Morts. Lorsque vous ajoutez les autres pertes, qui incluent les blessés et les soldats faits prisonniers de guerre, le taux de perte de la Russie est en réalité plus proche de 40 000 soldats par mois. Intégrons ce chiffre dans les calculs que nous avons partagés plus tôt. Si la Russie a perdu 40 000 soldats pour les 354,64 km² qu'elle a gagnés en janvier, en supposant que nos moyennes sont correctes, cela place le taux réel de perte de la Russie à 112,7 par km². On n'a pas encore le chiffre magique de 200 voulu par Fedorov, mais on s'en rapproche énormément. Si l'Ukraine parvient à intensifier la destruction des forces russes tout au long de 2026, l'objectif ambitieux de 200 pertes par km² pourrait bientôt sembler moins utopique et davantage devenir une réalité à laquelle la Russie n'a absolument aucune réponse. Selon Artem Belenkov, qui est le chef d'état-major du redoutable bataillon Némésis d'Ukraine, l'objectif de l'Ukraine est désormais d'étendre ses zones de destruction létale, ses défenses infestées de drones qui déciment déjà les soldats russes. L'objectif est d'étendre leur taille de 25 km. Si les Russes atteignent notre position, ils devraient être totalement épuisés et avoir marché pendant 20 à 25 km, explique Belenkov à Euractiv. C'est simple. Plus les soldats russes avancent sur les zones de tir, plus l'Ukraine a de temps pour les repérer et les neutraliser avant qu'ils n'atteignent les positions fortifiées. La mort attend déjà la grande majorité des Russes qui s'aventurent dans ces zones de tir. Élargir ces zones et les rendre plus meurtrières aidera l'Ukraine à se rapprocher des 200 pertes russes par km² occupées. Fedorov expose aussi d'autres idées dans son message sur Telegram. Nous savons comment réussir. Il existe une liste précise de solutions, de l'amélioration de l'approvisionnement et l'achèvement de la réforme fondamentale à la transformation des systèmes de formation et de commandement basés sur les données, déclare le ministre de la Défense ukrainien. Une profonde transformation de la structure militaire ukrainienne est en cours. Si cette transformation rend les unités plus efficaces, optimise l'utilisation des données et accélère les achats, cela entraînera encore plus de pertes pour la Russie. Chacune de ces pertes coûte de l'argent à la Russie, tout comme la perte de matériel qui les accompagne souvent. Cela nous conduit à la troisième phase de la stratégie à 3 volets, où l'Ukraine continuera ce qu'elle fait depuis des mois, priver la Russie des ressources économiques nécessaires à son combat. Fedorov sait aussi bien que n'importe qui d'autre que la Russie peut toujours acheter plus tant qu'elle a de l'argent. Les primes à la signature peuvent être relevées pour attirer des volontaires qui resteraient sinon éloignés de l'Ukraine. L'argent permet à la Russie de produire des armes utilisées contre l'Ukraine. En coupant les financements de la Russie, l'État ne peut plus soutenir l'invasion insensée de Poutine. La guerre persiste car la Russie a les moyens pour missiles, drones, soldats et propagande, selon Fyodorov. Et la raison pour laquelle la Russie peut dépenser autant pour toutes ces choses tient à sa ressource la plus importante, le pétrole. Ainsi, la troisième partie de la stratégie à 3 volets de l'Ukraine consistera à travailler avec ses partenaires pour cibler directement la flotte fantôme russe. La Russie le vend partout dans le monde grâce à ce qu'on appelle la flotte fantôme. C'est à partir de ce budget que la guerre est financée. Si ce canal est coupé, les ressources pour la guerre seront fortement réduites. Que faut-il faire? Des sanctions plus fortes? Une coordination avec les partenaires, une stratégie pour contrer la flotte fantôme, des actions conjointes avec les partenaires en mer, dit Fyodorov, et il est absolument sur la bonne voie. La flotte fantôme est le principal soutien de la Russie depuis l'invasion de Poutine. Alors que les sanctions pesaient lourdement sur la Russie, Poutine a constitué une flotte de pétroliers vieillissants que la Russie utilise depuis des années pour contourner les sanctions. Les chiffres sur la flotte fantôme restent flous, ce qui est prévisible vu sa nature. En décembre dernier, United 24 Media
a rapporté que la flotte fantôme comptait plus de 1240 navires, qui transportent ensemble environ 69% de tout le pétrole russe exporté par voie maritime vers d'autres pays. Selon le Centre d'études stratégiques et internationales, la flotte douteuse de la Russie génère chaque année entre 87 et 100 milliards de dollars de revenus, dont la totalité peut être taxée par le Kremlin pour alimenter l'appétit vorace de Poutine pour l'invasion de l'Ukraine. L'Ukraine doit couper cette bouée de sauvetage économique. Détruire la flotte fantôme n'est pas vraiment une option, même si l'Ukraine a déjà connu un certain succès par le passé, avec des attaques contre des navires de la flotte fantôme, notamment lors d'une frappe en décembre contre le Kendil, au cours de laquelle l'Ukraine a envoyé des drones en mer Méditerranée. Plus de 1200 navires, c'est une quantité énorme. La Russie peut aussi en acheter davantage, surtout qu'elle achète des pétroliers vieillissants à peine en état de naviguer, ce qui lui permet d'obtenir les navires de sa flotte fantôme à des prix cassés. Comme le souligne Fyodorov, il faut renforcer la collaboration entre l'Ukraine et ses partenaires pour compliquer le transport de pétrole par la flotte fantôme vers les pays acheteurs de la Russie. Les sanctions et blocus aident, même si la Russie les contourne souvent vite grâce à des changements de pavillons et de sociétés écrans masquant l'origine des navires. Les saisies isolées font la une, selon le Royal United Services Institute, mais elles ne suffisent pas à stopper toute la flotte. Selon le RUSI, l'Occident doit arrêter de faciliter la flotte fantôme en vendant des pétroliers et en permettant à la Russie de contourner les sanctions. La Grèce, tout en appliquant les sanctions européennes contre la Russie, a aussi aidé cette dernière à créer sa flotte fantôme en lui vendant des navires. Pour le RUSI, comme en Ukraine, un réel changement dépendra d'un engagement occidental concret à soutenir sa rhétorique contre la flotte fantôme. Quelques mesures positives ont été prises. Par exemple, le groupe des 7 nations a créé une task force contre la flotte fantôme, rejointe par les 8 pays nordiques et baltes, afin de constituer un réseau de pays engagés à lutter contre la flotte fantôme. Le RUSI souligne que ces task forces devraient inclure les pays de la mer de Chine méridionale, où la flotte fantôme opère librement, et menace d'autres trafics maritimes. En résumé, il reste encore beaucoup à faire. Si l'Ukraine réussit les 2 premières étapes de son plan, elle pourra ensuite se concentrer sur la destruction de la flotte fantôme avec ses partenaires. Une campagne coordonnée de saisie et de fermeture des failles coûtera à la Russie des milliards de dollars en vente de pétrole, privant le Kremlin de recettes fiscales, alors que le déficit budgétaire risque déjà de tripler l'objectif officiel pour 2026. Tout dommage économique infligé par l'Ukraine à la Russie affaiblit la machine de guerre de Poutine. Selon Fyodorov, l'Ukraine veut rendre l'invasion aussi économiquement non viable pour la Russie que militairement. Au début, nous vous avons invité à rester jusqu'à la fin, où nous révélerons comment l'Ukraine va réaliser ce plan. Maintenant, comment mettre en œuvre un plan en 3 étapes, en élaborant un processus de mise en œuvre en 3 étapes. En conclusion sur Telegram, Fedorov a exposé 3 actions nécessaires pour que l'Ukraine réalise ses projets ambitieux. D'abord, renforcer les partenariats. Coopération gagnant-gagnant pour un record d'aide internationale cette année. L'achat de drones, le paiement stable à l'armée et le renforcement des défenses aériennes sont les priorités de la première phase, affirme Fedorov. Ajoutez les actions prévues par l'Ukraine contre la flotte fantôme et vous avez un pays conscient que renforcer ses liens avec les opposants à Poutine affaiblira fortement la Russie. La deuxième étape vise à garantir que l'Ukraine conserve son avance technologique sur la Russie. Avoir 10 longueurs d'avance à chaque cycle technologique et garder le leadership dans la guerre de l'innovation, c'est ainsi que Fedorov l'exprime, un domaine où l'Ukraine a excellé. Comme le dit National Interest, l'Ukraine s'est transformée en un porc-épic d'acier qui pique la Russie à chaque fois que Poutine ordonne une attaque. L'innovation constante a défini tout ce que fait l'Ukraine, au point qu'environ 80% des pertes infligées à la Russie par l'Ukraine sont causées par des véhicules sans pilote. L'Ukraine utilise désormais son plan de drone intercepteur pour sa défense aérienne. D'autres viendront avec le développement de nouveaux véhicules sans pilote et l'adoption croissante de l'IA par l'Ukraine, bien au-delà des capacités russes. L'Ukraine doit maîtriser les mathématiques de la guerre. Plus l'Ukraine a de données, plus elle peut nuire à la Russie. Grâce à EBAL via Delta, nous recevons déjà des données de qualité du champ de bataille. La prochaine étape est de faire des données une force décisive, voire plus, réfléchir plus vite et frapper plus précisément, affirme Fedorov. Grâce aux données, l'Ukraine peut voir venir les frappes aériennes.
Elle peut en apprendre plus sur les navires de la flotte fantôme, collaborer avec ses partenaires pour les neutraliser et évaluer ses résultats afin d'atteindre l'objectif de 200 pertes russes par kilomètre carré. Les données sont essentielles pour l'Ukraine et soutiennent l'innovation au cœur de la deuxième étape de sa stratégie en 3 phases. Ce que nous voyons dans tout cela, c'est que Fedorov est un homme avec un plan, et ce plan est tellement extraordinaire qu'il pourrait anéantir toute l'invasion russe. Dans certaines régions d'Ukraine, le plan de Fedorov, surtout pour innover et infliger des pertes, progresse déjà bien. Le groupe Lazar représente tout ce que Fedorov souhaite voir dans l'ensemble de l'armée ukrainienne, car il est devenu si efficace qu'il a transformé la traque des soldats russes en une opération continue, façon McDonald's, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Découvrez ce que cela signifie en regardant notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour retrouver plus d'analyses sur les dernières actions de l'Ukraine pour mettre fin à la Russie. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.